C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, je reçois Jeanne B, chef et auteur passionné qui s'est imposée dans le monde de la cuisine sans gluten et sans lactose. Atteinte de la maladie cœliaque depuis l'âge de 3 ans, Jeanne a dû naviguer à travers de nombreux défis de santé dès son plus jeune âge. Des médecins pensaient qu'elle souffrait de mucoviscidose. Après plusieurs tests négatifs, c'est finalement sa mère qui a suspecté la maladie cœliaque et a permis de poser le bon diagnostic. Après une enfance marquée par des restrictions alimentaires, Jeanne a finalement trouvé sa voie malgré les troubles alimentaires. C'est au cours de ses nombreux voyages qu'elle a découvert des approches innovantes de l'alimentation sans gluten et sans lactose, bien plus développées à l'étranger. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée de photographe de mode à chef reconnu en écrivant des livres de recettes qui reflètent son parcours personnel. Son dernier ouvrage, Parce que c'est bon, est pour elle une véritable célébration de la liberté qu'elle a trouvée en cuisine. Jeanne nous parle de l'importance de transmettre des recettes simples, accessibles et surtout inclusives pour que tout le monde puisse se rassembler autour d'une cuisine qui fait du bien. Je vous laisse découvrir l'épisode et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Jeanne. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club aujourd'hui. Donc on va parler un peu de ton parcours, de tes livres et donc je voudrais commencer par une présentation. Donc est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, alors je m'appelle Jeanne B et je suis l'auteure de 4 livres déjà, de recettes sans gluten et sans lactose. Et le 4e livre vient de sortir, il s'appelle Parce que c'est bon. Voilà, alors c'est des livres sans gluten parce que je suis atteinte de la maladie cœliaque depuis l'enfance, en fait, depuis l'âge de 3 ans. Et donc, ça me paraissait évident, forcément, de faire des recettes sans gluten, voilà. Et de partager, du coup, toutes les recettes ou toutes les recherches que j'ai fait au fil des années. Trop bien. Est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu ton diagnostic, puisque bon, c'était à l'âge de 3 ans, donc pas sûr que tu te souviennes de tout, mais comment ça a un peu chamboulé toi et ta famille? Alors, mon diagnostic, oui, alors du coup c'était à l'âge de 3 ans, 2-3 ans. Ce qui s'est passé, c'est que, alors évidemment, je me souviens de rien, donc c'est ce que ma mère m'a raconté. En fait, j'étais tout le temps malade. J'avais 40 de fièvre, ça descendait jamais. Enfin, ça descendait pas pendant des semaines et des semaines. Et donc, elle a été voir un médecin qui lui a dit d'emblée, parce que j'étais aussi atteinte d'asthme sévère. Et donc, ils lui ont dit, en fait, votre fille a la mucoviscidose. Voilà, ils ont préparé ma mère en lui disant, votre fille a la mucoviscidose. Et ils m'ont fait faire les tests, qui sont des tests assez lourds, assez contraignants en fait, parce que c'est des tests de sueur, voilà. Donc sur un enfant de 2 ans, malade, pas bien, le test est revenu négatif. Et en fait, pour l'anecdote, ce qu'ils ont dit à ma mère, c'est que en fait, ils ont dit, on pense à la maladie cœliaque, mais c'est pas possible parce que votre fille est trop vive, elle est trop vive, voilà. J'avais trop d'énergie selon eux, donc c'était forcément la mucoviscidose. Ils ont fait le test 3 fois, toujours négatif. Et donc ma mère en fait a décidé de faire des recherches de son côté. Et en lisant finalement le livre des maladies infantiles et en revoyant finalement la description de la maladie cœliaque, elle a dit c'est pas possible, ma fille a ça. Et donc elle a été voir un spécialiste qui m'a vue et qui a vu mon ventre. En fait, j'avais tous les symptômes des cas cliniques, on va dire, des enfants, c'est-à-dire que j'avais le ventre
très 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 gonflée avec des membres extrêmement maigres. Et donc voilà, il a dit oh là là, oui bon voilà, on va faire les tests et j'étais positive. Voilà. Donc c'était maladie cœliaque. On m'a mis au régime sans gluten et au régime sans lactose tout de suite. Voilà. Ensuite, à l'âge de 6 ans, ils ont arrêté mon régime. Ils ont voulu faire un test pendant une année pour voir, voilà, comment je réagissais. Alors comment j'ai réagi? J'ai arrêté de grandir. Ma courbe de croissance s'est tout de suite cassée et surtout, je me suis cassé les os comme du verre, en fait. Je suis tombée par terre et je me suis cassé le poignet, en fait, très facilement. Donc, ils m'ont remise au régime et donc là, ça allait mieux. Je me suis remise à grandir. Cette fois-ci, je mangeais du lactose. En fait, voilà, ils m'ont pas remis au régime sans lactose. Et donc, j'ai continué mon régime jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, voilà, j'ai arrêté. J'ai tout envoyé balader. Ouais, et du coup, à l'âge de 6 ans, tu dis qu'ils ont essayé de voir pendant 1 an, du coup, si il y avait de nouveaux symptômes. Ça venait de la part des professionnels de santé, de tes parents, enfin. Ah non, pas du tout de mes parents. Non, ça venait de la part du professeur qui me suivait. Oui. Ok. En fait, c'était à l'époque, la maladie cœliaque n'était pas du tout, on va dire, pas reconnue comme aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait très très peu de personnes atteintes en France. On savait parce que on le sait aujourd'hui, la maladie cœliaque, il y a des symptômes qui sont extrêmement variés. Et d'ailleurs, l'autisme peut être un des symptômes de la maladie cœliaque. Il y en a plus de 370, j'avais lu à l'époque. Et donc, il faisait des essais, simplement. Et donc moi, toute mon enfance, j'ai entendu dire que la maladie cœliaque pouvait éventuellement disparaître à l'adolescence. Donc c'est quelque chose qui est resté forcément dans ma tête parce que grandir avec la maladie cœliaque, c'est compliqué, c'est contraignant parce que t'es pas comme les autres, t'es rejeté. Moi, j'ai été rejetée quand j'avais, je sais plus, 8 ans, 9 ans, à un anniversaire. Arrivée à l'anniversaire, la petite fille m'a dit: «Ah non, tu rentres pas ici, c'est pas poli de pas manger de gâteau». Voilà. Oh. Donc voilà, tu sais finalement que d'un point de vue social, ça pose problème. Et donc, Surtout à l'époque, quoi. Surtout à l'époque, oui. Oui. Et donc, du coup, j'ai voulu absolument être comme tout le monde. Et donc, voilà. Donc, ce que m'a dit ce professeur, c'est évidemment rentré dans ma petite tête d'enfant. Et donc, voilà, j'ai fait mes expériences par la suite. Mais non, ça venait des médecins. Je me souviens très bien du coup de téléphone du médecin. J'étais en vacances, pour dire à quel point finalement enfant ça te marque tout ça, parce que ma mère m'autorisait de temps en temps à faire des écarts. Donc j'avais le droit de manger une brioche, j'avais le droit de manger des choses, voilà. Et en fait, quand on était en vacances, il y avait cette brioche. Voilà, c'est une brioche qu'on fait plus aujourd'hui, qui est recouverte de sucre. Ouais. Mais c'est pas le sucre perlé, ouais, c'est vraiment ça. du sucre, voilà. Et elle était incroyable, elle était grosse avec un petit dôme sur le dessus. Ouais, je vois bien. Magnifique. Elle était énorme en plus. Et ce matin-là, ma mère m'avait autorisé à en manger un peu. Et le téléphone sonne en vacances et le professeur appelle. Et je trouvais ça bizarre. En fait, c'est moi qui avais décroché, il m'en a parlé à ma mère et je l'entends parler au téléphone. Ah oui, d'accord. Et j'ai compris en fait tout de suite ce qui se passait. Et elle a raccroché et elle m'a expliqué, voilà, écoute, il va falloir que, maintenant tu vas pouvoir manger normalement. Et je me souviens, j'ai couru dans la cuisine et j'ai été choper une brioche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'en avoir une. Et en fait, telle joie de pouvoir le faire de manière libre. Et voilà. Et donc, ça a duré 1 an. Ok. Et du coup, tu disais que, donc, on te disait que à l'adolescence, tu pourrais remanger du gluten. Donc, pareil, ça devait aussi te donner de l'espoir et te dire, bon, j'ai déjà connu
les gâteaux, les viennoiseries, donc je vais les avoir à l'adolescence. Donc il y avait aussi ce truc de dire bon bah dès que je suis adolescente, c'est bon, je repars et je remange du gluten. Pareil, c'est un peu l'ascenseur émotionnel de ton côté. Oui, alors ça s'est pas fait comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que c'était interdit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que à l'époque, donc j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi. J'en ai 2, mais lui était passionné de philo. Et en vacances, encore une fois, j'étais avec lui et je sais plus, il y avait quelque chose que je voulais manger. Et lui me dit, alors je sais plus très très bien la conversation, mais je dis j'ai pas le droit de manger ça. Et il me dit si, t'es libre de manger ça. Et c'est juste que tu veux pas le faire. Et je dis bah non, je peux pas manger ça parce que j'ai pas le droit. Et il m'a dit t'as le droit. Et je me souviens très bien de cette conversation parce que j'avais trouvé ça injuste parce que je savais que j'avais pas le droit. Et en fait cette idée de liberté de faire ce que tu veux, mais voilà, c'est très compliqué. Tu vas pas mettre ça dans la tête d'un enfant de 10 ans. C'est ça. Et donc à partir de là, je me suis dit c'est quoi cette histoire de droit? Parce que finalement, c'était une entité extérieure qui m'expliquait que j'avais pas le droit. Et donc, il y avait toujours cette idée aussi de... j'ai beaucoup volé des gâteaux dans les placards de mes frères, parce que j'avais mon placard à moi, et il y avait le placard de mes frères. Donc, j'ai volé... Ça a commencé par les Kinder Surprise. Alors, je m'en fichais finalement du Kinder. Je voulais juste le cadeau. Mais voilà, et puis il y avait ma mère faisait des tartes et j'allais voler un petit morceau. Voilà, donc j'ai toujours volé. Et en fait, moi, je ressentais pas les symptômes. C'est ça, ouais. C'est ce que j'allais te dire justement quand tu volais un petit peu à tes frères. Est-ce que tu te rendais compte que tu avais des douleurs intestinales ou autre chose? Ouais. Pas du tout. Et puis encore aujourd'hui, j'ai pas de douleur intestinale. Du coup, c'est encore plus compliqué à comprendre pour un enfant de j'ai pas le droit, mais en fait, il m'arrive rien. Alors que quand on a des douleurs à l'estomac, c'est sûr que c'est OK, donc quand j'en mange, j'ai mal, donc c'est pour ça que j'en mange pas. Exactement. J'avais pas de symptômes, j'allais pas vomir, par exemple. Je pouvais avoir des inconforts intestinaux, mais c'était pas flagrant. Et donc, pour moi, il se passait rien. Et en fait, je me souviens que quand j'allais voir le professeur qui me suivait, lui, il regardait mon ventre. Et il regardait mon ventre et il disait « Ah, maintenant, c'est bon. Tu vas à la selle tous les jours ?» Mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, aller à la selle tous les jours. Donc, à l'adolescence, quand j'ai arrêté et qu'il me disait ça, quand j'ai arrêté le gluten, j'allais pas à la selle tous les jours, mais je voyais pas le problème. Et je disais oui, enfin tu vas à la selle? Oui, bon voilà, c'est tout. Et mon ventre était normal, alors que je mangeais du gluten à ce moment-là tous les jours. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, je devais être en 6e ou en 5e, le collège où j'étais vendait le matin des pains au chocolat et des croissants. Et donc j'ai commencé en fait à voler un croissant. Et en fait, un croissant, c'est devenu 2 croissants. Et c'est devenu 3 croissants. Et donc, je volais comme ça le matin, mais j'avais vraiment ce sentiment d'interdit, de faire quelque chose de très grave. Et puis, ça a continué. Je suivais mes copains au McDo. Voilà, une chose en amenant une autre, c'est devenu finalement quotidien. Ouais. Et du coup, ça, tes parents étaient au courant que tu avais une alimentation gluten? Non. Pas du tout. Au départ, c'était caché. Je me suis fait prendre. Le midi, je mangeais chez ma grand-mère. En fait, ma grand-mère n'était pas là et c'était une jeune fille qui s'occupait de moi, qui vraiment qui m'a vu grandir et que j'aime beaucoup. Et je me souviens, en fait, j'avais été voler des petits oursons fourrés, là, les petits lus. Ouais, les lulus. Ouais, et j'avais volé ça, mais tout y allait, hein. Et je mangeais à ma faim, franchement. Je mangeais à ma faim, mais ça, c'était le truc en plus. Ouais, tu sais, c'est un peu l'interdit, tu sais. T'en as pas envie, mais comme on te l'interdit, tu vas le manger. Exactement. J'ai été le chercher. Et en fait, elle était dans la cuisine et moi, j'étais dans une chambre. Et il y avait les fenêtres. Et en fait, d'une fenêtre à une autre, tu peux te voir.
Sauf que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc dans la chambre et tu vois pas la réverbération. En fait, tu vois ça c'est fait un effet miroir. Ok. Donc je ne savais pas si elle était là ou pas. Et donc je regardais pour essayer de voir. Je voyais rien et vraiment très culottée, en regardant dans la cuisine, je jette le papier par la fenêtre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? Mais tu réfléchis pas comme ça. Fallait pas qu'il y ait des preuves. Non, voilà. Et je le fais sans me dire qu'en fait, elle était là. Elle était en train de me voir. Elle était en train de me regarder et voilà. Et en fait, au lieu de venir me voir et de me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle a été en parler à ma mère. Et donc, voilà. Après, bon, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Etc. Et puis, bon, en fait, les parents, ils sont pas avec les enfants toute la journée. Ma mère, elle travaillait. Donc, elle pouvait pas checker et elle voulait me faire confiance. Et bon, voilà. Moi, cette période-là, j'ai pris pas mal de poids parce qu'en fait, je me suis jetée sur tous les interdits, parce que j'ai vu que finalement, je pouvais manger, donc cette histoire de droit, j'étais libre et donc c'était un sentiment, voilà, d'interdit qui était une sorte de libération. Ouais. Voilà. Je vois très bien. Et en fait, tu sais, tu m'expliquais tout à l'heure que quand tu étais du coup plus petite, ta courbe de croissance, elle s'est arrêtée, tu t'étais cassé le poignet. Est-ce que justement là, comme à l'adolescence, tu avais repris une alimentation avec gluten? Est-ce que tu as eu ce type d'accident? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu d'accident à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais constamment un point de côté. Ok. Voilà, j'avais tout le temps une douleur sur le côté, du côté droit, sur le flanc droit. J'avais tout le temps mal. Ensuite, j'étais d'une humeur insupportable. Alors, imagine une ado normale, c'est compliqué, mais alors une ado cœliaque qui mange du gluten, L'irritabilité totale. Non, mais c'est un cauchemar. Ma mère, elle savait plus quoi faire avec moi, la pauvre. C'était hyper dur à vivre. Mais elle savait que c'était à cause de ça. Elle a voulu me laisser vivre finalement parce qu'elle a fini par savoir que je mangeais beaucoup de gluten. Elle m'a laissé faire mon truc. Sauf que bon, j'avais beaucoup de symptômes au final parce que j'avais une espèce de dermite séboréique sur le visage. Dermatite séboréique, ouais, je vois très bien. Voilà, dermatite séboréique, voilà. Sur le visage. Ok. J'en avais plein, en fait, autour des sourcils. Ouais, c'est souvent les endroits, ouais. Voilà, donc j'avais ça énormément. Alors, je savais pas ce que c'était, mais en fait, c'était directement lié à ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Beaucoup d'eczéma. J'avais de l'eczéma, de la sueur, en fait, l'été. Ma sueur, en fait, irritait énormément ma peau, ce qui fait qu'au niveau des épaules, j'avais des énormes plaques d'eczéma. Voilà, j'avais ça, j'avais des plaques aussi, dermatite séborrheique sur le cuir chevelu. Justement, un transit compliqué parce que du coup, j'allais plus à la salle du tout. J'y allais genre une fois par semaine. Et à l'époque, tu te rendais pas compte que c'était lié au gluten ou si, mais du coup, tu faisais un peu abstraction de ça? Alors, je savais pas que c'était lié au gluten du tout. J'étais trop absorbée par mon adolescence. Les garçons. Ça se comprend. Alors moi, j'ai fait un déni total. Ok. Voilà. La petite fille cœliaque n'existait plus du tout. Et en fait, à 18 ans, quand il a fallu que je passe mon bac, j'ai été voir le professeur. Du coup, voilà, donc qui m'a expliqué que parce qu'il m'avait fait des batteries de tests. Faut savoir que j'étais extrêmement angoissée à l'idée d'aller le voir. Je pleurais non-stop une semaine avant, fallait me préparer, c'était extrêmement compliqué pour moi. Et quand je l'ai vu et qu'il m'a dit écoute, voilà, il va falloir que tu reprennes ton régime avant ton bac pour avoir toutes les facultés mentales. Voilà, c'est ça. présente.
je suis rentrée et j'ai pleuré non-stop. Tu me parlais, je pleurais. Ça a été extrêmement difficile. Ma mère a essayé de m'aider. Elle m'a acheté du pain sans gluten. Moi, je savais plus du tout comment manger sans gluten. Donc, ma mère avait acheté du pain, mais c'était pas vraiment du pain sans gluten safe, on va dire. Mais elle m'a acheté ça et je me souviens, c'était des briques. Enfin, c'était un cauchemar pour moi. Et donc, elle m'a acheté ça. Et il était bon, hein, aujourd'hui, avec le recul. Toasté avec du beurre, il était très, très bon, mais c'était vraiment la punition. Et donc, je me souviens d'ailleurs, pardon, encore pour l'anecdote, ma mère m'avait dit à l'époque, tu verras, si ça se trouve, un jour, t'en feras ton métier. Et j'avais détesté cette phrase. J'avais détesté. T'étais pas prête à Non, l'époque. alors pas du tout, pas du tout. Je voulais faire de la photo de mode, je voulais faire autre chose, je voulais pas du tout être dans ce milieu-là. Et donc, ça m'avait énervée, mais c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, puisque aujourd'hui, j'en ai effectivement fait mon métier. Mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, donc, je savais que la maladie était encore là. Je savais que je pouvais pas y échapper. Et en fait, je suis rentrée dans une spirale infernale des troubles alimentaires. Parce que j'ai commencé à réviser mon bac et je révisais dans des bibliothèques et je pouvais pas manger autre chose que ce qu'il y avait dans les bibliothèques, dans les cafétérias. Et donc, je me suis mise à manger des pains qui me faisaient du mal et je savais que ça me faisait du mal. Et donc, je rentrais chez moi le soir et je vomissais ces pains. Et en fait, voilà, je suis rentrée dans une spirale compliquée qui a duré plusieurs années et qui m'a ensuite amenée à cette fracture. Donc, je passe des 18 ans jusqu'à mes 22 ans, donc 4 ans, où je me suis cassé tous les os de la jambe droite au ski. Ok. Et là, je me suis retrouvée alitée pendant 3 mois, en chaise roulante pendant 5 et en béquille pendant 1 an. Ok. Voilà. Donc, pendant cette période-là, ils ont dû remarquer que justement que tu avais des problèmes de nutrition. Du coup, tu as dû tout réapprendre. Alors, en fait, au bout de 3 mois, mes os ne se remettaient pas. Voilà. Et là, j'ai commencé à avoir très peur parce que les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est là que mon frère aîné a dit, mais il faudrait peut-être regarder du côté de la maladie cœliaque. Et donc, on m'a refait faire encore des tests, etc. Évidemment, les anticorps dans tous les sens. Et là, donc, oui, c'était forcément la maladie cœliaque. Parce que j'avais une ostéopénie assez grave. Donc, en fait, pendant toutes ces années, j'étais entièrement déminéralisée. Et c'est pour ça que mes os se sont cassés aussi facilement. Et donc, ça a été un électrochoc. Mais il faut savoir que pendant ces 4 années où je me suis fait beaucoup de mal, finalement, je cherchais cet électrochoc. Je voulais que quelque chose se passe pour me stopper là-dedans. Donc, ça a été finalement un mal pour un bien. Voilà. Je souhaite à personne de traverser tout ça parce que c'est évidemment pas du tout une solution. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités et d'ouverture, et le fait de ce que tu fais, des podcasts, de parler, de savoir qu'on n'est pas seul, c'est extrêmement important. Mais à l'époque, moi, j'étais toute seule. J'avais pas de communauté, j'avais pas de... C'est ça. Puis la période aussi, comme tu le dis, à l'adolescence. Enfin, quand t'es petite, on te dit non, mais à l'adolescence, tu vas reprendre une alimentation normale. Enfin, on te fait un peu miroiter des choses. Donc forcément, t'attends des choses. Finalement, ça n'arrive pas. Donc déjà, on est un peu en rébellion avec soi à l'adolescence. Donc c'est encore plus d'émotions à gérer et qu'on peut pas gérer à cette période-là. Donc ça absolument, absolument. On le sait aujourd'hui que de toute façon, alors j'ai une gastro qui me suit, une gastro que j'aime beaucoup, vraiment, et qui m'a dit très naturellement, elle m'a dit, c'était pas ta faute. C'est important ça. Ouais. Ouais. Surtout
quand tu grandis avec cette maladie ou avec n'importe quelle maladie auto-immune, finalement, tu te l'affliges à toi-même, tout ce que tu fais. Donc, tu penses que c'est de ta faute. Mais en fait, si j'avais eu un vrai suivi psychologique, peut-être que ça aurait été différent. Mais je pense que de toute façon, on apprend aujourd'hui beaucoup de choses sur les maladies auto-immunes, sur la maladie cœliaque, et je pense que l'accompagnement est plus présent, mais ça reste quand même très compliqué. Je sais pour les parents d'enfants atteints de maladies auto-immunes comme le diabète par exemple, comme la maladie de Crohn. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui me fait penser un peu dans ton cas, c'est que, tu vois, quand on apprend, déjà quand on est petit, savoir bien, d'avoir une assiette saine, là, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit mettre, légumes, nous, on n'est pas très légumes, je pense, quand on est petit, on est plus frites. Mais déjà, de savoir composer une bonne assiette, et tu vois, ce serait hyper intéressant d'avoir des petits ateliers, en fait. Ah, tu vois, tu peux pas manger ça, mais tu peux manger ça. Et tu vois, de différentes façons, que ce soit après friture, vapeur ou autre, et d'avoir des petits ateliers avec des personnes du même âge. Déjà, je pense que ce serait des choses qui sont beaucoup plus sympas et qui donnent envie de manger sans gluten. Absolument. Et je pense aussi que de mettre les enfants en cuisine et de les laisser, parce qu'il y a une telle fierté finalement. Moi, je l'ai en tant qu'adulte. Ouais. De voir les gens qui mangent du gluten manger mes plats. Ouais. Et donc, un enfant qui est atteint de maladie cœliaque ou de maladie de Crohn ou d'une intolérance alimentaire autre, et qui va faire préparer un plat, il arrive avec ce plat, avec ce gâteau, et tout le monde mange ce gâteau, il y a une réelle fierté. Et du coup, lui, l'enfant, dans sa tête, il se dit, en fait, j'ai réuni toutes ces personnes autour de ma condition. Et donc, il se sent normal. Pendant ce moment-là, il est inclus. Et il inclut les autres avec lui. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est l'exclusion. Ouais, carrément. Voilà. Ça, on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais c'est un sujet qui est hyper important qu'il faut absolument aborder avec les enfants qui mangent sans gluten. Oui. Et du coup, après justement cette période à 22 ans, avec ton accident, avec les problématiques avec tes os, comment ça s'est passé la suite jusqu'à ce que tu découvres un peu ton métier à toi qui est dans la cuisine maintenant, alors qu'à la base, c'était pas du tout ce que tu voulais? Alors, en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allée à mon rythme. Donc, j'ai continué à aller au restaurant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écouter mon corps. Et à apprendre à écouter mon corps. Et à savoir ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait du mal. Et donc, j'ai commencé à avoir une meilleure compréhension de la manière dont je réagissais, etc. Et à ce moment-là, je continuais de voyager. Alors, faut savoir que après mon bac, moi, je suis partie vivre à New York. Ok. Donc, en fait, quand j'ai eu mon accident, je venais de rentrer de New York pour des vacances, en fait, à Paris. Ok. Et j'ai jamais pu repartir. Donc, je suis voilà. Donc, en fait, j'ai donc pas mal voyagé. J'étais allée au Japon, je suis partie à Hong Kong, je suis partie pas mal en Italie, en Suisse. Et en fait, en voyageant, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'options sans gluten dans tous les autres endroits du monde, sauf en France. Et donc en France, en fait,
on n'avait pas tellement de possibilités à ce moment-là. Il y avait pas Chambellan, il y avait pas encore Noglu, euh, ou alors c'était le début de Noglu, je crois. Et donc en fait, l'idée de faire un livre. Donc en fait, à New York, moi, je faisais de la photo de mode. Voilà, je voulais être photographe de mode. J'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours aimé faire la photo. Et donc quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu l'opportunité de travailler comme styliste culinaire sur un livre de cuisine. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, en fait, dans ma tête, j'avais déjà réfléchi à l'idée de faire un livre. Et ce serait un livre qui regroupait à la fois tous les gâteaux, tous les plats que ma famille m'avait préparés pendant l'enfance, tous ces plats qui m'ont fait du bien, qui m'ont aidé, et à la fois des plats que j'avais pu découvrir pendant mes voyages, ou des choses que j'avais envie de refaire sans gluten, voilà. Et donc, le chef avec qui je travaillais a trouvé l'idée très, très bien, et donc il a décidé d'en parler à ses éditeurs, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre. Ils ont aimé l'idée, et donc je me suis lancée là-dedans. Et au départ, je voulais faire un livre, mais pas un livre incarné. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai caché cette maladie à tout le monde. Voilà, et j'avais honte de dire que j'avais la maladie cœliaque. D'abord, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Il faut savoir qu'à 22 ans, c'est ma mère qui demandait pour moi encore au restaurant, parce qu'elle savait que moi, je me mettais sous la table, je me cachais, c'était un cauchemar. Et tu vois, moi, à 32 ans encore, parfois, c'est mon copain qui dit, mais demande. Je dis, non, c'est bon, je mangerai pas. Mais si, demande. Je dis, mais non, j'ai pas envie de les embêter. Oui, alors bon, maintenant, moi, ça a changé. Moi, je suis devenue beaucoup plus, moi, je suis très frontale maintenant. Ouais, voilà. Voilà, j'ai plus envie d'être malade après. Alors moi, j'y vais direct, j'y vais franco. Je leur dis, voilà, maintenant, je peux pas du tout manger de gluten. Si vous avez pas envie d'appeler les pompiers, faites en sorte que mon plat soit safe. Voilà. Et du coup, ils ont un peu peur et ils se méfient. Mais oui, voilà, moi j'ai très très peur des étiquettes. J'avais très très peur de l'étiquette de la relou, de l'étiquette de la différence, etc. Mais donc voilà. Donc en fait, ce premier livre, c'était au départ un livre juste parce que il y en avait pas. Je voulais faire ce livre pour les autres. Et puis finalement, au fur et à mesure, et après avoir lu le parcours d'une fille qui était devenue sans gluten à New York, une actrice très connue, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, son livre a absolument changé ma vision de tout ça. Et j'ai décidé de l'incarner complètement. Et donc mon premier livre, ça a été en fait une sorte de coming out. Voilà, j'ai raconté tout mon parcours. J'ai tout raconté, de l'enfance jusqu'à tout ce qu'on vient de se dire finalement, jusqu'à la sortie de ce livre, parce que je me suis dit que c'était important qu'on mette un visage sur cette maladie, sur cette intolérance alimentaire. Alors sur la maladie cœliaque, oui, mais aussi sur les intolérances au gluten et les allergies au gluten. Ou voilà, je voulais simplement que on ait des gens à part entière. Voilà, voilà. Ça a longtemps été mis sur le dos de c'est une mode et c'est juste les bobos parisiens quoi. Alors que derrière il y a une vraie maladie et ça Ouais. c'est encore compliqué à comprendre. Voilà, exactement. Quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais dit que ton mari, il avait joué aussi un rôle clé dans ton parcours. Donc c'était aussi dans cette aide-là du coming out avec ton livre et de se dire ah là c'est bon, je vais le parler haut et fort que je suis atteinte de cette pathologie. Alors à ce moment-là, pour mon premier livre, mon mari n'était pas dans ma vie. Ok. Mais en fait, à ce moment-là, je faisais aussi du théâtre parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après mon alitement, j'ai passé 1 an finalement beaucoup en famille à me reconstruire.
à cette époque-là, je faisais énormément de crises d'angoisse. Ça a été le début vraiment de beaucoup de crises d'angoisse et en fait, j'ai développé une sorte d'agoraphobie. Et en fait, ça devenait très contraignant parce que je suis passée de cette fille qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis, etc., à plus rien. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis du coup à cette époque-là. Donc, j'ai fait un peu le tri dans ma vie. Et en fait, j'ai vite compris que cette agoraphobie, en fait, je me mettais à rougir tout le temps. Dès que je passais devant un café, je regardais mes pompes, en fait. Je voulais pas regarder les gens, enfin voilà. Et donc, je me suis fait violence. Je voulais faire du cinéma depuis très longtemps et je me suis dit, allez, un jour, je me suis dit, puis merde, je me lance. Donc, j'ai fait ce truc un peu en parallèle. Et donc, j'avais mon livre qui s'est mis à très, très bien marcher. Et en parallèle, j'avais ma vie de comédienne. Et je voulais pas mettre les deux ensemble. Parce qu'en fait, j'avais honte de ce livre que j'avais fait. Et moi, pour moi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, c'était hyper glorifiant finalement de faire du cinéma, du théâtre, etc. Et donc, en fait, j'ai rencontré mon mari juste avant de faire mon deuxième livre. Et lui était hyper fier. Il était hyper fier auprès de ses amis, auprès de tout le monde, en fait. Même, voilà, il me disait, c'est génial. C'est absolument génial ce que tu fais. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, non, c'est bien ce que je fais. Et j'ai pas besoin d'en avoir honte. Et en fait, c'est lui qui m'a guérie de ça. Trop bien. Tu parlais de ton deuxième livre, donc entre le premier qui est sorti en 2014 et là, le quatrième qui sort en 2024, t'en as sorti du coup 2 autres. Est-ce que, je crois que t'en as fait un avec ta mère, si je me trompe pas. Oui, alors le livre que j'ai fait avec ma mère, là aussi, c'était hyper important. Parce que c'est un livre finalement sur la transmission. Parce que la nourriture est très importante dans ma famille. Et la transmission se perd énormément. Ma mère a cet amour de la cuisine qui lui vient de ses grands-mères. Voilà. Et donc, les plats qu'elle cuisine encore aujourd'hui et que je fais à mon fils viennent de mes arrière-grand-mères. Et donc, c'est la transmission de la cuisine à travers ces femmes, finalement, parce que en fait, moi, je suis à la fois corse du côté de ma mère. Ok. Donc, enfin, tout vient de ma mère, mais de son côté à elle, plutôt, je suis à la fois corse et des pays du Nord, de l'île. Ok. Donc, en fait, il y a un clash entre le Sud et le Nord. C'est ça. Entre le beurre et l'huile d'olive. Donc, finalement, voilà, c'était faire donc les recettes du Nord, les recettes du Sud et les recettes sans gluten. Comment, entre ces générations, on fait pour cuisiner, finalement, continuer de cuisiner et comment on fait pour adapter. Donc, on a fait un livre à 4 mains. C'est essentiellement, alors, les recettes, des recettes de famille, auxquelles j'ai rajouté des recettes à moi, que je fais pour la famille aussi, donc pour mes neveux, pour mes frères, etc. Et ce sont mes photos. Trop chouette. Voilà. Donc, c'était une super expérience. J'ai adoré faire.
Tu m'étonnes, puis ça fait un très beau souvenir à garder. Oui, du coup, ça fait exactement. Mon grand-père demande le tome 2. Il aimerait bien. Il dit il y a des recettes qui manquent là de sa mère. Il aimerait bien les voir. Aujourd'hui, tu as sorti du coup un 4e livre qui s'appelle Parce que c'est bon. Donc, qu'est-ce qui le distingue un peu de tes 3 premiers livres? J'ai l'impression que c'est la concrétisation de tout ça. C'est la petite fille en moi qui peut aujourd'hui vivre normalement, en fait. C'est 10 ans de travail, 10 ans de recherche, de tâtonnement. C'est, depuis le Covid, une obstination et une obsession sur les pains. Les pains, les brioches. Et en fait, aujourd'hui, j'ai acquéri finalement un savoir autour des farines, une compréhension de toutes ces farines qui me permettent d'avoir une liberté en cuisine. Et surtout, ce carnet de recettes. Et en fait, je me rends compte, surtout depuis que j'ai ce livre, que j'ai plus ce que j'avais avant, c'est-à-dire, ah tiens, j'ai envie de me faire une quiche. Et se mettre à chercher. Chercher, regarder, comparer. Ah, celle-là, elle a l'air plus, enfin, en tout cas, comparer les croûtes. Pâtes. J'ai été tellement déçue, tellement de fois tu fais tes quiches ou tes tartes et puis en fait ce fond de pâte se font sabler, oh non ça marche pas, alors tu essayes un autre puis un autre puis un autre. En fait c'est que ça, c'est que des recherches et t'as du mal à t'arrêter finalement sur un truc qui te convient. Et là, j'ai réussi à m'arrêter sur des choses qui me conviennent et qui marchent à chaque fois aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, c'est arriver à avoir ces bases qui sont le début de ta liberté en cuisine. Et donc, c'est après, évidemment, je partage des recettes dans le livre, mais avec ces bases, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Mais c'était vraiment, finalement, c'est tout ce qui nous paraît impossible en sans gluten. Tout ce qui fait que, en fait, tout ce qui nous frustre, parce que c'est tout ce qu'on peut pas manger, que ce soit le pain au levain, que ce soit les brioches, que ce soit les cannelés, les pâtes à choux, tout ça, c'est des années de recherche. Finalement, ne serait-ce que toi, de ton côté, tu veux faire une pâte à choux, tu vas chercher sur Internet. Alors, t'as ceux qui mettent les photos de pâte à choux normales et qui te font croire que c'est sans gluten et tu te retrouves à faire le truc et en fait, ça marche pas. Exactement. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les brioches et je sens le truc, ah non, mais c'est dur comme de la pierre, c'est pas possible que personne n'ait réussi à faire ça. Mais non, mais c'est hyper frustrant. Et puis bon, ce qui est en plus insupportable, c'est que tu te retrouves à faire des choses que tu vas jeter derrière et ça coûte cher. Bah, t'as jeté à la poubelle des farines et derrière, tu sais pas quoi faire avec. Ouais. Mais surtout que, on va pas se le cacher, les farines sans gluten sont plus chères que des farines de blé. Et quand on est en cuisine, qu'on démarre une alimentation sans gluten, qu'on commence à faire des tests et que finalement tout finit à la poubelle parce que rien n'est bon, ça a un impact aussi sur le portefeuille. Donc c'est pas négligé quand on commence ça. Complètement. Alors ça a un impact sur le portefeuille, ça a un impact sur sa confiance en soi en cuisine. Exactement. Parce que en fait, tu passes ta vie à rater. Tu rates, tu fais un truc. Alors après, t'es hyper heureux quand t'as fait quelque chose qui est bien. Et tout le monde dans la famille, si tu fais pour ton mari, pour tes enfants, pour tes amis, ils vont dire ah oui c'est bien, mais ça reste ouais c'est pas mal pour du sans gluten. Ouais, et c'est ce que j'aime bien aussi dans l'introduction de ton livre, c'est que tu dis qu'il y en a marre d'entendre justement ah c'est bon pour du sans gluten. Voir un peu changer les choses, ça ferait du bien. Bah oui, enfin moi j'ai beaucoup de mal, je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes. Moi, je veux vivre le plus normalement possible.
Là, il y a une semaine, j'ai fait mon premier pop-up dans un restaurant pour le lancement du livre et je me suis retrouvée à faire à manger pour une centaine de personnes sur 2 jours. Donc là, j'avais en direct les retours des gens. Les gens étaient... Personne ne mangeait sans gluten. Hein. C'est des gens qui sont... les gens qui sont venus là, c'est des gens qui mangent normalement. Ou alors qui peuvent avoir une sensibilité au gluten, mais c'était pas forcément des gens qui me suivent. Il y avait des gens qui ont réservé parce qu'ils connaissent ce restaurant. C'est un restaurant vénitien, donc italien. Voilà. Et je leur ai fait une focaccia sans gluten. Tout ce que je fais évidemment est sans gluten. Donc j'ai fait focaccia sans gluten, mon pain de mie sans gluten, et avec les beignets de courgettes qui sont dans le livre. J'ai fait le baba au rhum qui est dans le livre. J'ai fait les choux, les profiteroles. Et les gens étaient tellement heureux. Et ils ont voilà, il y en a beaucoup qui ont acheté mon livre parce que mon livre était en vente du coup sur place. Mais à ce moment-là, ils mangeaient normalement. Enfin, ils mangeaient un plat. Personne ne pouvait se dire ah tiens c'est sans gluten. Et donc ça c'est une réelle fierté et c'est une très 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 grande réussite pour moi. Parce que c'est ça en fait, je veux réunir parce que la nourriture elle est là pour réunir. Et quand on mange sans gluten, on est exclu de ça. Et en fait, il y a la femme du chef qui était en cuisine avec moi, elle mange sans gluten, elle est cœliaque. Donc quand il a su qu'il allait cuisiner avec moi, il était tellement heureux parce que du coup, il allait pouvoir lui faire à manger à la maison et apprendre des choses. Donc il était hyper hyper content et elle est venue. Et c'était très touchant parce que alors elle est italienne, mais elle m'a dit en fait, enfin voilà, c'était la première fois que elle mangeait, enfin qu'elle avait l'impression d'être normale. Voilà. C'est hyper important. Et c'est hyper important. Et en fait, ce livre, il est fait pour ça en fait. Je veux que les gens aient accès à cette liberté que j'ai réussi à acquérir. Ouais. Carrément. Mais c'est vrai que, enfin, sur toute la première partie du livre, tu parles beaucoup justement des farines, des différentes farines, comment elles se comportent rien qu'avec l'absorption, que ce soit de l'eau, du lait, etc., que une même farine de différentes marques réagit totalement différemment. Et ça, c'est hyper important. Et on en parlait au départ de ta fameuse brioche avec gluten et tout. Et justement, la photo de ta brioche sans gluten, elle donne très très envie et elle ressemble parfaitement à une brioche avec gluten. Donc, et ce que je voulais souligner, c'était que les photos font très prise sur le vif en fait du quotidien en fait. Et c'est ce que j'aime bien aussi avec ce livre, c'est que il n'y a pas tout cet effet esthétique où on se dit oh là là mais je vais jamais réussir à faire le gâteau qu'elle a fait, il est trop beau et moi j'ai pas du tout les compétences de cuisine. Donc ça je trouve que c'est un réel avantage dans le livre. Merci. C'était un choix vraiment pour moi. Alors je suis styliste culinaire et photographe culinaire, donc tu peux imaginer. Et puis t'as vu mon premier livre. Oui, le premier, ouais, où il fait très esthétique. Voilà, exactement. Et je voulais casser tous ces codes-là. Moi, je voulais un carnet de recettes comme les carnets de recettes de tes grands-mères. Ouais. Voilà, pour reparler de transmission. Ouais, exactement. Je voulais finalement, je sais ce que c'est que d'être déçue après avoir fait une recette et je voulais pas que les gens, en voyant, parce que je pense que la désillusion, elle est constante. Et donc, je voulais pas qu'on voit une recette et qu'on se dise ah ouais mais c'est trop beau pour être vrai. Je vais pas réussir à faire ça. Moi ce sera moins joli, ce sera moins ci, moins ça. Non, là tout est fait en direct dans ma cuisine. Donc il y a pas d'artifice. Voilà. Alors moi j'ai mes techniques.
Donc je sais, voilà, aussi parce que c'est mon métier. Donc du coup, je sais que la brioche, par exemple, je la fais comme ça. Je sais très bien comment la tresser. Maintenant, quand toi tu vas la faire, ce sera différent, peut-être, mais le goût, il sera là, la texture, elle sera là, et le visu, il sera là aussi. Ce sera, c'est voilà, euh, c'était important pour moi que ce soit hyper accessible, que les gens soient dans ma cuisine avec moi. Et je voulais montrer les textures, je voulais montrer des étapes pour voir aussi, parce que parfois t'es un peu perdu. Tu lis la recette et tu te dis merde, est-ce que c'est censé ressembler à ça? Est-ce que c'est censé être comme ça? Et donc je voulais que ce soit le plus accessible possible. Qu'on voit que par exemple le fond de tarte, j'en ai fait un hier. Donc moi je l'étale à la main directement dans mon plat. Parce que les textures sont différentes forcément d'un fond de tarte classique. Il y a, si tu veux, il y a pas de mauvais chemin. Par exemple, mes pains, souvent on me dit ça, parce que quand on voit dans ma cuisine, on voit j'ai des super machines, etc. On me dit ah ouais mais moi j'ai pas ça, est-ce que ça va marcher? Non mais moi je ne fais rien à la machine sauf si je dois faire 4 pains d'un coup. Tout est fait avec les mains. Tout est accessible dans n'importe quelle cuisine. T'as pas besoin d'ustensiles compliqués, t'as besoin de tes farines et c'est tout. T'as besoin de tes farines et des ingrédients qui sont dans la recette. Et toi, tu peux adapter en fonction des farines. Mais voilà, je voulais vraiment que ce soit décomplexant. Ouais, totalement. Mais ça l'est parce que, par exemple, sur le levain, tu mets par exemple toutes les images au fur et à mesure. Et du coup, c'est vrai que quand on n'est pas très cuisine, on se dit, ah bah c'est bon, ça ressemble à la photo, je vais suivre ça. C'est vraiment hyper pédagogique. Et c'est ce que tu voulais, je pense, avec ce livre-là. Oui, je voulais vraiment prendre les gens par la main. C'est comme si je faisais un atelier à la maison. Je voulais être le plus précise possible, même quand tu regardes les recettes. Par exemple, pour le pain au levain, il y a plein d'explications sur le côté. Et c'est toutes les choses auxquelles moi, je me suis confrontée. Toutes ces questions, toutes ces choses. Voilà, les gens n'ont pas forcément envie d'être confrontés à tout ça. Et puis, sur Internet, tu trouveras pas de réponse. Ça n'existe pas. Tu es seule avec ta recette. Donc voilà, je voulais anticiper ces questions-là. Encore une fois, je veux que les gens réussissent à la maison. Je veux que je suis là pour aider, pour simplifier la vie, si je peux, en tout cas, parce que c'est déjà tellement compliqué de vivre avec des intolérances, quelles qu'elles soient, que on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Voilà, avec la flambée des prix, avec tout ce qui se passe au quotidien, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à manger, simplement, à se nourrir correctement. Donc, si tu as envie de te faire plaisir, au moins que ça marche. Voilà. Et que tu aies toutes les clés en main pour que ça marche. Totalement. C'est parfait, ça. Et justement, avec tous ces projets-là, ces 4 livres, le pop-up, est-ce que toi, tu as d'autres ambitions, là, un peu culinaires pour les prochains mois, années? Et écoute, j'aimerais faire plus de pop-up, déjà. Voilà. Il y en aura, c'est prévu. Des ateliers aussi. Alors j'en ai un qui arrive, mais il y en a d'autres qui vont suivre, c'est sûr. Et puis alors dans les années à venir, je suis sur un projet de café avec mon mari. Trop bien. Voilà. Et ça tournera essentiellement autour du pain. Trop chouette. Voilà. Le pain, on adore. Ouais.
ce sera voilà, du pain et des glaces maison. Trop chouette. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc voilà, je travaille sur ça en ce moment. Bon, c'est des beaux projets et on a très hâte de voir ça alors. On arrive donc à la dernière partie, donc, que j'appelle la gloomy party, parce que j'ai quelques petites questions à te poser. Moi, je voulais savoir ton plat préféré sans gluten. Le pain au levain. Valide. Quand il est bien moelleux et tout, ça, c'est parfait. L'odeur du pain. Exactement, du pain chaud. Incroyable. Est-ce que tu as un restaurant préféré en sans gluten? Oui, Cococo. Alors moi, je suis à Paris. Ah, je connais pas celui-ci. Oui, alors je suis à Paris, moi. Donc, Cococo, elle est dans le 2e arrondissement. C'est des plats japonais. Ah oui, alors, ok, je suis dessus là. Voilà. Donc, elle fait du tonkatsu. Non, pas le tonkatsu, pardon. Poulet karage. Ok, ouais. Qui est du poulet frit. Il y a une recette dans mon livre d'ailleurs, qui est inspirée de sa recette à elle parce que il est génial. Tout ce qu'elle fait est trop bon. Ouais, là, je suis sur l'Instagram, il donne très très envie. Mais elle est juste fermée le lundi et c'est un cauchemar pour moi. Non. Mais c'est vrai que c'est l'endroit où je vais dès que j'ai envie de manger dehors, c'est là que je vais. Super. En plus, moi, j'adore manger japonais, donc là, c'est parfait. C'est vrai que tout ce qui est poulet katsu, tonkatsu, on se dit, bah non, on peut pas parce qu'il y a de la friture. Et ben là, écoute, on va se régaler. Est-ce que tu as un compte Instagram préféré qui parle de sans gluten? Alors non. Moi, mon compte Instagram, il ne suit que des restaurants. Ok. Et alors, moi, je travaille un peu comme un aveugle. Je m'inspire en fait de ce que je vois. Et j'arrive finalement à créer à partir de ça. Mais il faut qu'il y ait du gluten. Ok. Voilà. En fait, je ne suis que des trucs que j'ai pas le droit de manger. Juste pour te tenter. Et de refaire la même chose, mais en sans gluten. Exactement. Voilà. Une belle brioche, ça m'inspire. Je me dis, exactement. Je vais faire ma petite, voilà, mon petit topo. Et est-ce que tu aurais une marque sans gluten que tu pourrais conseiller, je sais pas, peut-être une marque de farine que tu apprécies particulièrement, que ce soit parce qu'elle est locale, parce que justement elle est bio? Est-ce que justement tu as une marque que tu pourrais conseiller? Moi, j'ai personnellement toutes les farines sans gluten qui sont pas des mix, je les adore. Ok. Voilà, quelles qu'elles soient. J'en ai pas spécialement en tête. Alors si, je pourrais conseiller le psyllium en poudre. Ouais, t'en parles beaucoup dans ton livre et je trouvais ça hyper intéressant que tu parles justement du fait que ça donne un côté moelleux au gâteau. J'en avais déjà entendu parler. Je m'étais dit mais je mets quel dosage du coup? C'est vrai que là du coup ça permet d'être plus d'avoir les dosages par recette. Exactement. Et j'ai essayé plusieurs psyllium en poudre. Ouais. Okay. Ou même de les mettre en poudre. Et vraiment, celle-là, c'est la meilleure. Ok. Alors, c'est la marque. La donne. Ça s'appelle Max de Génie. Ok, je connais pas, je vais aller voir ça. Alors, moi, je l'achète en ligne. C'est du psyllium blond. Ok. Qui est mis en farine. Il y a 250 grammes. Donc, t'en utilises beaucoup. Okay. T'en as beaucoup dedans. Ok. Et celle-là, dans les préparations, ça fait toute la différence. Voilà. Même, ça absorbe tout de suite. T'as pas besoin d'attendre, t'as pas besoin et ça donne vraiment cet aspect gluten, en fait, assez carrément. incroyable. Et t'as pas ce côté gélatineux que tu peux avoir si t'as la graine entière. C'est ça. Ok. Parfait. Je recommande. Je suis sur la fiche produit, en effet, ça a l'air pas mal. Et puis c'est vrai que j'avais lu pas mal d'articles justement qui disaient que c'était très bon pour la santé digestive. Donc si on veut rajouter ça.
C'est très bon parce que en fait, c'est des fibres. C'est des fibres qui passent en fait qui vont le corps humain ne l'absorbe pas en fait, ça passe. Voilà. Donc en fait, ça vient nettoyer le côlon. Ok, parfait. C'est très très bon. Par exemple, quand t'as un transit qui est ralenti, voilà, ça permet d'évacuer. Trop bien. Eh ben parfait. Eh ben merci beaucoup Jeanne pour ton temps et d'avoir un peu parlé justement de ton parcours, des livres. On mettra justement les livres en avant lors de la publication du podcast et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you